Ah mais ici c'est le pays des enfants. Les gens sont trop sympas. Les enfants font partie en fait de l'espace public. Vraiment. Alors que chez nous, en France, pas du tout. Ah là là, mais ici, les gens, ils sont trop sympas. Enfin, c'est pas que tout est fait pour eux, parce que du coup, nous, on n'a pas autant d'infrastructures, de richesse d'infrastructures qu'il pourrait y avoir dans des pays plus développés, entre guillemets. Mais par contre, les gens sont hyper compréhensifs. Il y a un enfant qui pleure, tout le monde lui dit « Oh, bah alors, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» Tu vois, enfin... Alors que là, on a eu en plus cette expérience-là il n'y a pas si longtemps avec mon mari, ici d'ailleurs, où on était à la terrasse d'un café et il y avait des touristes français à côté de nous et notre fille s'est mise à pleurer pour je ne sais quelle raison, elle était tombée, je ne sais plus. Et du coup, les gens étaient là, nous regardaient vraiment du coin de l'œil, mais saoulés, mais laisse tomber. Et mon mari, ça l'a trop choqué et ça l'a trop saoulé. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est une enfant, quoi. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Au départ, Pauline, elle cherchait simplement à quitter Paris pour respirer. Un besoin de renouveau qui l'a amenée en Australie, en Inde afin de devenir prof de yoga et finalement dans un surf camp près d'Agadir, au Maroc. Et c'est là qu'elle rencontre Youssef, un passionné de nature originaire de la vallée du Paradis qui est passionné de rando dans sa région. Très vite, Pauline et Youssef tombent amoureux et créent Amazir Hike and Yoga, leur entreprise de randonnée et de séjour yoga au cœur du petit Atlas marocain afin de faire découvrir la culture amazigh autrement. Ensemble, ils construisent une vie entre tradition locale, spiritualité et envie de transmission. Pauline nous raconte dans cet épisode les chocs culturels, la joie de vivre dans un pays dans lequel les enfants sont au cœur de l'espace public, mais aussi la complexité administrative d'une vie à cheval entre deux cultures. Et j'ai aussi pu m'entretenir avec Youssef séparément, et vous allez voir qu'il nous partage sa fierté d'être amazigh, son envie de créer des expériences authentiques et respectueuses de la nature, loin du tourisme de masse. De la vallée du Paradis aux montagnes autochtones, de leur mariage célébré en plein Covid à leur petite fille trilingue, Pauline et Youssef tracent leur chemin ensemble. Un épisode touchant, inspirant, qui nous parle d'amour, de choix de vie et de ce que ça veut dire de construire un projet et une famille entre deux mondes. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, let's go to Morocco! Alors moi c'est Pauline, j'ai 35 ans et j'habite à Tamalart, qui est un petit village au nord d'Agadir. J'y habite depuis 6 ans maintenant. Et avec mon mari, on a une entreprise de randonnée et yoga dans la région. Donc on fait découvrir aux gens à travers nos randonnées et nos séjours, voilà, la culture amazigh, qui est la culture berbère locale, et du coup la région et la nature. Trop bien. Écoute, bienvenue dans le podcast. Et oui, effectivement, on est au Maroc. Je suis ravie d'avoir l'occasion de mettre en valeur cette culture aussi que je trouve absolument fascinante. Donc, bienvenue dans le podcast, Pauline. Merci. Est-ce que tu pourrais en fait nous retracer un petit peu finalement les années qui t'ont amenée au Maroc, avant ton arrivée au Maroc? Je sais que tu as passé un petit peu de temps en Australie. Alors moi, je viens des Sables d'Olonne. Donc c'est une ville assez connue, station balnéaire de Vendée. Donc j'y ai grandi, j'y ai passé toute mon enfance. Après, j'ai décidé de faire des études dans le stylisme, donc très loin de là où je suis aujourd'hui. Donc j'ai fait mes 3 ans d'études, après j'ai fait des stages. D'ailleurs, ma première expatriation était en Suède pour un stage justement dans le cadre de mes études de stylisme, chez une créatrice en Suède en 2012.
Et puis voilà, après j'ai un peu cherché ma voie. C'était un métier qui était très difficile pour moi parce que c'était difficile, il fallait avoir beaucoup de pistons. Et puis forcément la vie en ville qui au final ne me correspondait pas trop. Voilà, surtout à Paris. Et voilà, donc j'ai quand même vécu 3 ans. Et puis au bout d'un moment, je tournais un peu en rond. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter ma vie à Paris pour pouvoir voyager, parce que je pense que j'avais vraiment besoin de prendre l'air à ce moment-là. C'était pas une période facile pour moi. Et du coup, j'avais 2 copines qui étaient parties en Australie et du coup, j'ai décidé de les rejoindre pour faire un PVT. Vraiment le truc classique que beaucoup de gens font. Mais franchement, c'était trop chouette. Voilà, donc j'ai fait 1 an avec elle. On a vraiment fait le truc de backpacker typique avec le van, le farmwork dans les fraises et compagnie. Mais du coup, ce qui nous a permis de pouvoir avoir une 2e année de visa. Donc j'ai enchaîné après avec une 2e année en Australie aussi. Puis à la fin de mon PVT, du coup, il fallait que je rentre. Et j'avais pas du tout envie je savais pas trop, où est-ce que j'allais. Je pratiquais le yoga déjà depuis un moment. Et je me suis dit, tiens, allez, c'est le moment de faire mon yoga teacher training. Donc, pour devenir professeur de yoga en Inde. Du coup, je me suis dit, allez, je prends 1 mois et demi pour partir en Inde. Génial. Au début, vraiment, je pensais pas du tout enseigner le yoga un jour. C'était vraiment plutôt dans une quête spirituelle. J'y allais pour moi et voilà. C'était à Rishikesh, donc vraiment au nord de l'Inde. Vraiment là où il y a tous les yogis et toutes les écoles de yoga pour apprendre à faire du yoga. Enfin, pour apprendre à devenir professeur, beaucoup là-bas. Donc j'ai passé mon mois et demi et puis après je suis rentrée en France. Alors déjà un peu avant, je voulais pas vraiment rester en France parce que j'avais un peu peur de justement être dans une espèce de latence. Et voilà, donc du coup je me suis dit où est-ce que je pourrais partir et j'ai ouvert Workaway et j'ai regardé, en fait, il y avait plein d'endroits, d'hôtels partout dans le monde qui cherchaient un peu des yoga teachers. Alors explique peut-être ce que c'est Workaway, je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Workaway, c'est un site en fait d'échange. Bon, maintenant avec du recul, je sais pas dans ma profession si ça vraiment sert les profs de yoga. Parce que moi ça m'a servi un peu de tremplin, mais je pense qu'au final c'est un peu parfois du service gratuit en fait et du coup voilà. Bon bref, du coup il y avait donc le Workaway. Pour revenir, Workaway c'est un site d'échange où les gens peuvent proposer un service et du coup, en échange d'avoir le gîte ou le couvert dans un hôtel ou même chez quelqu'un. Ça se fait beaucoup en Australie, justement, pour le farmwork, pour tout ce qui est travaux agricoles et compagnie. Du coup, j'ai vu qu'il y avait plusieurs hôtels partout dans le monde. Je sais plus, il y avait, à Costa Rica, je sais plus où il y avait Équateur et Maroc. Et donc, du coup, j'ai envoyé un peu mon CV partout et c'est le Maroc qui m'a répondu les premiers pour commencer 15 jours plus tard, quoi. Et en fait, je me suis dit, le Maroc, c'est pas loin, c'est facile d'y aller. Tu connaissais un peu la destination ? Alors, j'étais déjà allée avec mes parents faire un espèce de trek en 4x4, je sais plus, quand j'avais 14 ans. Mais bon, pas trop forcément de souvenirs. Un peu, mais bon, voilà. Pas du tout, du coup, la région d'Agadir. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, c'est à 3 heures d'avion, voilà. Et en plus, c'était juste pour, du coup, le temps du visa touriste que propose le Maroc, donc 90 jours, a priori. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que je suis arrivée au Maroc. Ici. Voilà, donc dans ce petit surf camp, voilà. D'accord. Avant d'expliquer après comment ça s'est passé au Maroc, j'ai l'impression en fait que donc tu t'es cherché aussi en fait un petit peu. Tu disais tu te sentais pas super aligné finalement avec tes choix pro avant de devenir prof de yoga. Et la place du voyage, il y avait quoi c'était quoi ton attrait par rapport au voyage, à la découverte du monde avant tout ça? On a l'impression que ça s'est fait tout super naturellement, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis que tu es toute petite ou pas particulièrement ? J'ai pas mal voyagé avec mes parents, c'est vrai. J'ai eu la chance de faire ça. Après, non, pas forcément. Je dis pas. Il y a eu forcément de l'appréhension au départ. Bon, partir en Australie, je rejoignais mes 2 super copines. C'était l'aventure, mais bon, j'arrivais. Du coup, elle m'avait déjà trouvé une chambre dans la coloc. Tu vois ce que je veux dire ? J'arrivais pas. Tu partais pas de zéro. Au milieu de nulle part. Non, clairement pas. Tu vois, c'était vraiment hyper confortable. Donc voilà. Mais je me souviens, tu vois, d'avoir eu de l'appréhension par contre pour partir dans mon premier stage en Suède. D'ailleurs, je me souviens que c'était pas très facile. C'était en plein hiver et franchement, il y avait très peu d'heures de jour. C'était vraiment un peu dur. Ouais, non, la place du voyage, j'en avais envie. Je pense vraiment au moment où je suis partie pour l'Australie, il fallait vraiment que je parte de Paris. C'était vraiment, je faisais limite une dépression, ça allait pas du tout. Je tournais en rond, je faisais trop de jobs alimentaires parce que du coup, j'arrivais pas à trouver vraiment ma voie ou tout. Donc il fallait trouver quelque chose. Ouais. Après, et je pense que les 2 ans en Australie m'ont quand même beaucoup
Bah, du coup, je trouvais que après, c'était plus facile. Donc, la première année, j'étais avec mes copines et la deuxième année, j'étais plus toute seule. J'ai un peu fait mon trou et tout. Entre mes 2 années en Australie avec une de mes copines, on a pas mal voyagé en Asie aussi. Et donc, du coup, je pense que ça a un peu quand même facilité. Ça m'a quand même beaucoup changé, je pense, mine de rien, sur plein de rapports. Enfin, voilà, sur le fait que le voyage était accessible et que c'était au final pas si difficile de voyager enfin solo, ce genre de choses. D'accord, ça t'a donné confiance en toi, en fait, aussi, par rapport à tout ça. Oui, quoi. voilà, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, eh bien, raconte-nous un petit peu ce surf camp que tu trouves du coup du côté d'Agadir au Maroc. De quoi il s'agit? Et puis, du coup, tu dois te préparer en 15 jours. Comment est-ce que tu te prépares? Comment est-ce que ça se passe? Alors, donc du coup, j'ai la réponse positive pour partir. Alors déjà, moi, je savais pas trop du tout où j'allais. Vraiment, Tamerlate, ce village... Alors, Tamerlate est situé à côté de Tarazout. Je sais pas, je pense que beaucoup de gens vont peut-être connaître parce que c'est une destination qui est assez en vogue en ce moment. Et du coup, c'est un village qui est très connu pour être une destination de surfeurs. Moi, je suis pas du tout surfeuse, remets ça dans le contexte. Vraiment, moi, je n'y allais pas pour ça. Pourtant, j'habite dans une ville où il y a beaucoup de surfeurs, beaucoup de mes potes surfent. Enfin, voilà, moi, ça n'a jamais été mon truc. Mes copines en Australie, elles surfaient. Moi, j'étais la seule sur la plage à lire mon bouquin, j'étais très bien. Et donc, du coup, voilà, enfin bon, bref, j'arrive là-bas. Donc là-bas, il y a des surf camps vraiment partout. Tarazout, Tamraght, rien que dans le petit village de Tamlar, je sais pas combien il y a d'habitants, mais pas beaucoup. Et il y a au moins une 150aine de surf camps. Donc, assez petit, mais du coup, voilà. Donc, ils offrent en fait des séjours surf, voilà, sur une semaine où les gens, ils apprennent à surfer sur une semaine, en gros. Voilà. Donc, du coup, j'arrive dans un endroit comme ça, dans ce genre d'établissement, pour pouvoir... en général, ils offrent des cours de yoga combinés avec le surf. Donc voilà, donc j'arrive là-bas pour voilà donner mes cours de yoga. Au début, j'étais un peu stressée, je commençais un peu mon truc quand je y repense. Voilà, j'étais tout juste diplômée, je commençais un peu mon truc. Personne m'a interviewée pour me dire ce qu'il fallait faire. J'avais vraiment mes cartes blanches. Quand je y repense un peu a posteriori, je me dis oh là là, quand même, c'était pas hyper sérieux parfois, tu vois. Mais bon, bref, parce que franchement, en plus, personne ne m'a demandé mon reste. Je me souviens que j'écrivais à la nana, du coup, là, une des créatrices du surf camp, enfin, une des gérantes, pour lui dire alors j'ai fait ci, j'ai fait ça aujourd'hui. Mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'en foutait complètement de ce que je faisais. Bon, les clients avaient l'air contents, donc bon, bref, voilà. Et puis c'est là où, en fait, c'est dans cet endroit-là dans ce lieu-là que j'ai rencontré mon mari d'aujourd'hui, Youssef, du coup, mon partenaire dans la vie et dans le travail. Je suis Youssef à Bérouche, donc je suis marocain, j'habite à Tamerlate et je suis fondateur de Amazigh Yoga. Je travaille dans un surf camp, une école de surf, comme un gérant. Je gère un peu tout, transport, je gère un peu tout. Et après, il y a Pauline qui arrive parce qu'elle a son diplôme de yoga. Tu te souviens la première fois que tu l'as vue? Ouais. Alors, il y a le chauffeur de taxi qui l'a ramené de l'aéroport. Elle l'a ramené de l'aéroport à l'école de surf, là où j'y travaille. Et je l'ai croisé à l'escalier. Je lui ai dit bonjour. Il m'a dit bonjour. Donc, vous êtes français? Oui, je suis français. Donc voilà, et je lui dis c'est bien parce qu'il n'y a que des Anglais, donc je n'ai marre de parler que l'anglais, j'ai envie de changer un peu. Ouais, t'étais content de pouvoir parler français un peu? Ouais. Et après, je sens que voilà, il y a un contact, donc et en plus il y a un truc qui se passe. Voilà. Et en plus, dans pas longtemps, on est ensemble. Donc, c'est vrai, il s'est passé combien de temps, t'as une idée? Il y a quoi? Une semaine, mais pas. Ah oui. Ouais. Donc coup de foudre? Ouais. Un peu? Ouais. Trop bien. Je sais pas c'est qui est tombé dans le piège, c'est moi ou c'est elle. On se nous deux. Pourquoi ça serait un piège? Je sais pas. Ah bah oui, je l'ai rencontré le premier jour. Il y a le taxi qui est venu me chercher à l'aéroport, qui m'a ramené au surf camp et il était là. Enfin voilà. Et t'as pensé quoi quand tu l'as vu? Ben c'est marrant. Voilà, je me suis dit et c'est marrant. Il m'a dit tiens, une française, je vais pouvoir parler français parce qu'il y avait beaucoup d'anglophones. D'ailleurs, le surf camp était tenu par un couple marocain anglais. Et donc, du coup, beaucoup de clients du Royaume-Uni. Et voilà, donc du coup, tout le monde parlait beaucoup anglais. Et je pense que lui, il était content de parler français parce que c'était une langue qu'il maîtrisait, je pense, peut-être un peu mieux.
Donc du coup, on se retrouve un peu, voilà, forcément, c'était un petit surf camp, hein, on n'était pas beaucoup. Hein. Il y avait 2 nanas qui s'occupaient des bookings, 2 Danoises qui sont d'ailleurs toujours, 3 Danoises sont toujours nos amies aujourd'hui d'ailleurs, qui sont toujours dans le village. Et puis lui, un autre prof de surf et moi, en fait, on était les seuls. Et après, il y avait les patrons entre guillemets, mais ils n'étaient pas très souvent là parce qu'ils étaient très entre ici et le Royaume-Uni, quoi. Donc c'était assez petit. Et donc du coup voilà, donc en fait on s'est très vite mis en couple en fait. En fait au début je me suis dit voilà il est sympa et tout et puis alors attends j'aurais réfléchi à notre rencontre mais voilà c'est ça s'est fait. En fait les jours sont passés mais ça s'est assez très vite fait. Alors franchement il m'a pas dragué comme. Enfin, tu vois, c'était pas assez aussi évident, mais en fait, je pense qu'on s'est très bien entendu. Et puis, j'ai tout de suite vu qu'en fait, je lui plaisais. Et puis voilà, je me souviens qu'il faisait en sorte que je puisse être dans sa voiture quand on faisait des groupes dans les voitures pour pour avoir avec les clients, pour pouvoir aller à certains endroits, voilà, sur des spots de surf à la plage pour qu'on puisse voilà discuter et tout. Mais enfin voilà. Et puis il y a un soir, on a fait la fête. En général, c'est toujours comme ça. Et un soir, on a fait la fête et voilà, ça s'est conclu comme ça. Et puis du coup, ça a continué après. À quel moment t'as su que c'était sérieux entre vous ? 15 jours après. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était sérieux ? En fait, on avait dans l'école de surf. Donc, je travaille le matin, n'importe quand. Je travaille donc parce que je suis sur place. Donc, dès qu'il y a un truc qui va pas, donc il faut que je sois là, quoi. Après, je me suis dit, tiens, je vais aller ailleurs, louer un petit appartement. Donc, là. Et je proposais à Pauline de venir participer, si elle voulait vivre avec moi. Elle m'a dit oui, pourquoi pas. Alors, on a quitté le surf camp. On travaille, mais on dort plus là. Donc là, ça commence. Je me suis dit, tiens, ça va être sérieux. Donc voilà, on continue. Alors avant ça, il faut savoir que du coup, Eus, lui offrait déjà de la randonnée aux clients du surf camp, parce que donc lui, il est originaire d'un petit village au-dessus, en fait, de la vallée du Paradis, qui est en fait un lieu assez touristique à 30 km dans les terres de chez nous. Et donc voilà, donc il y a une très belle vallée verdoyante, voilà, c'est les montagnes, c'est le petit Atlas, c'est magnifique. Et donc du coup, il proposait déjà des randonnées hors sentier battu, donc autour de ce site-là, pas dans ce site-là qui est assez touristique, mais assez autour. Et donc du coup, j'avais fait quelques randos avec lui et voilà, j'avais trouvé ça vraiment très beau. Et puis d'ailleurs, je trouvais ça dommage que aussi peu de clients en fait décident de faire ce trip, parce qu'en fait bon. Dans les surf camps, en général, les gens, ils bookent pour une semaine où, tu sais, ils ont all inclusive. En fait, leur schedule, le programme, il est déjà fait jour par jour. Donc, en fait, ils n'ont pas trop de fenêtres de temps pour éventuellement partir, sauf quand il n'y a pas de vagues ou que les vagues sont trop grosses, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé à un peu prospecter pour donner des cours ailleurs, parce que bon, il y avait plein d'autres endroits pour pouvoir travailler, donc... Et en même temps, du coup, Youssef a décidé du coup de plus un peu se concentrer sur les randos et il s'est dit pourquoi pas et tout. Et du coup, naturellement, je l'ai aidé un peu et tout. Puis après, on a décidé de combiner le yoga avec. Enfin, vraiment, ça s'est fait vraiment comme ça. On trouvait que notre idée était super. Donc du coup, on a commencé vraiment un peu comme ça. Alors, le moment que je travaillais à l'école du surf, dont on s'est rencontrés, les gens, ils font yoga, surf. Et moi, j'adore la nature, je proposais au patron de rajouter un jour de rando. Comme ça, s'il n'y avait pas de vague, ou bien un jour... parce que la plupart des gens qui viennent dans l'école de surf, c'était par une semaine pour apprendre le surf. Donc, pour changer un peu et pour faire une autre activité sans le surf, donc je lui ai proposé de faire le randonnée. Il m'a dit oui, ok, mais moi j'ai pas le temps de s'occuper de ça. Je lui ai dit je peux le faire, et ça marche. C'est vraiment un truc qui est bien, quoi. Et c'est important pour toi justement de faire découvrir aussi ta région par la nature. De partager la culture amazigh, la culture locale avec les gens. Donc ça m'intéresse trop. Et je suis pas là pour ramener 30 personnes pour faire de l'argent, mais de partager la culture amazigh,
ça m'intéresse. Et c'est justement une manière de la préserver, en fait, la culture, en la partageant autour de toi. Et il m'a dit OK, donc voilà. Et il a rajouté le rondo. Et ça marche. Ça se remplit. Ouais. Et après, j'ai toujours cette idée. Et j'ai dit à Pauline, si tu veux, on peut créer, on peut créer une autre boîte. Toi, tu es prof de yoga. Moi, je connais des endroits incroyables. Donc, on peut faire un Mazerrak and Yoga. Et c'est top. Et on commence petit à petit. Je me souviens qu'on a une petite voiture. On transporte les gens avec. On a commencé vraiment. Et ça marche. Je suis content parce que j'ai réussi à faire mon truc. C'est ce que je pensais. Ça fait très longtemps que je pensais de faire ça, de créer ma boîte. Donc là, ça commence. Et j'ai jamais dit que, tiens, je vais juste essayer. Je suis sûr que ça va marcher. Et ça marche. Ouais. Je me souviens que je me disais, ah bah oui, on va proposer le yoga. Enfin, vraiment, j'étais... je me souviens encore, en plus, d'une rando qu'on avait faite, où on avait vachement discuté de ça, où derrière, il m'avait pris en photo, faire des poses, vraiment le truc cliché sur un rocher, des postures de yoga. Et puis quand j'y repasse, j'étais, ah ben non, mais enfin... Et enfin, voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai appelé... une de mes amies qui me demande alors comment ça se passe. Du coup, j'ai dit, ah ben non, mais écoute, je vais faire de la rando et du yoga au Maroc. Enfin, moi, j'avais jamais vraiment donné d'intérêt à faire de la randonnée. Enfin, j'aimais bien la nature, c'est sûr, mais tu vois, voilà, c'était pas... Et je me souviens de sa réaction, elle avait pas trop osé me dire quelque chose. Mais je me souviens de son retour en disant un peu blanc, tu sais, genre bon, oh là là, où est-ce qu'elle est partie? Elle est un peu perchée celle-là. Et puis voilà, mais je pense qu'on était, enfin, c'est marrant en fait, comme maintenant avec du regard, parfois quand on peut être sûr d'un truc, enfin, d'une idée, et qu'en fait, ça quand paraît c'est la évident, bonne, quoi. c'est ça en fait. Mais oui, c'est drôle, alors que comme ça, forcément, comme ça, quand je le racontais, ça paraissait un peu. D'accord. Et alors, d'un point de vue administratif, du coup, toi, tu sais que tu es là pour 2-3 mois initialement. Comment est-ce que tu peux te projeter justement pour rester? Alors, pour le moment, j'étais pas du tout dans un truc vraiment administratif. En plus, ici, il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est-à-dire ils enchaînent les visas de 3 mois. Donc, ça veut dire qu'ils re-rentrent en Europe quelques jours et re-rentrent. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, j'ai fait ça à peu près la première année, on va dire. Et après, quand on s'est décidé vraiment de se poser, enfin la première année, même pas forcément la première année, si, la première année, parce que du coup, après, pour pouvoir demander la résidence, on avait dû, enfin voilà, pour simplifier les démarches, on a décidé de se marier, en fait. Donc du coup, ouais, c'était ça. C'est toute la première année, après, j'ai fait ça, j'ai fait un peu les allers-retours tous les 3 mois. Puis après, on a donc décidé de se marier pour pouvoir que je demande la résidence plus facilement. Parce qu'ils demandent moins de justificatifs, surtout au niveau de la banque et tout ça. Sinon, ils demandaient pas mal d'argent. Enfin bref, il fallait que tu aies un certain niveau de vie, montant sur ton compte et tout ça. Voilà, d'accord. C'était ça. Alors que du coup, quand tu te mariais, c'était un rapatriement familial en fait, et du coup, c'était un petit peu plus facile. Ouais, d'accord. Donc du coup, on a fait ça. Puis bon, au final aussi, le mariage était aussi quelque chose qui était cher à notre cœur, donc parce qu'on s'aimait. Donc voilà, c'était pas uniquement pour les papiers, mais ouais, ça paraissait facile et évident, quoi, du coup. Exactement, vraiment. Du coup, vous avez parlé rapidement de l'étape d'après, en fait, justement, quand vous avez su que c'était sérieux? Oui, parce que j'ai peur. Donc, je me suis dit, si on habite ensemble, j'ai pas envie qu'on avoir des problèmes après. Donc, je lui dis... Tu peux avoir quoi comme problème? C'est par exemple des polices qui viennent. Ah ouais, à ce moment-là, votre d'accord. mariage et tout. Et si on n'a pas... Du coup, vous avez eu cette discussion à deux sur votre mariage, ou est-ce que tu lui as fait une demande? Comment ça s'est passé? Alors, on est parlé de ça. Je me suis dit, tiens, si veut qu'on continue, il faut qu'on se marie parce que sinon on va avoir des problèmes. Et c'est vrai. Donc, elle est d'accord, elle a lancé à ses parents. Donc, ses parents, ils sont pas... Voilà. Je comprends parce que c'est leur fils et ils ont peur de... Ils n'étaient pas très enthousiastes, tu veux dire? Ouais. Alors, mes parents, au début, n'étaient pas hyper chauds, pour être tout à fait honnête avec toi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça m'avait mise beaucoup en colère. Parce qu'ils avaient eu des réactions un peu est-ce que c'est pour les papiers? Est-ce que cette personne est... Bon,
Après, c'est marrant parce que sur le coup, vraiment, ça m'avait vraiment beaucoup mise en colère. Et par contre, Youssef était pas du tout vexé par ce genre de réaction. Il me disait, bah, c'est normal, c'est tes parents, c'est normal qu'ils se posent des questions. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la situation, enfin voilà, qui cherchent des papiers, qui cherchent à s'expatrier vers l'Europe facilement. Donc, je veux dire, je comprends totalement. Alors que moi, du coup, je trouvais que c'était hyper raciste. Enfin, tu vois, c'est ce que je veux dire, j'étais hyper. Alors que pourtant, en plus, mes parents sont pas comme ça. Et du coup, vraiment, c'était. Donc, je comprends tout à fait parce que c'est leur fille, donc il faut qu'ils soient sécurisés, quoi. C'était important pour toi qu'ils soient partants, quoi, aussi. Tu les as rencontrés assez rapidement, non? Ouais. Donc, je suis pas choqué et tout parce que je comprends tout à fait. Ma sœur aussi, c'est la même chose. Je veux vous dire, tiens, il faut faire attention, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que voilà. Puis c'était rapide. Ouais, oui, voilà, c'était rapide. Et après, je dis à Pauline, mais il m'a dit, mes parents, ils sont chiants, Non, je dis non, mais ils sont pas chiants, ils ont peur pour toi, c'est tout. Et après, ça va, franchement, ils sont sympas. J'ai vraiment de la chance de rencontrer les gens comme ça, c'est top, ouais. Je pense qu'ils l'ont rencontré. Je me souviens qu'ils sont venus en novembre 2019. Donc, toi, ça faisait pas un an qu'on était ensemble. Mais je me souviens que ma mère m'avait dit... Bon, à l'époque, on habitait dans un appart vraiment pourri. Et mon père m'habitait dans un quartier très populaire. Et mon père m'avait dit, mais tu dois vraiment habiter là. Enfin, voilà, c'était terre battue en bas. Ici, on n'a pas trop de camions de poubelles. Et ça l'avait beaucoup choqué, la manière dont les gens ramassent les poubelles. Ce que je comprends, ça peut être un peu surprenant au début. Et il m'avait dit, mais t'es sûr que tu veux vivre là, dans ce confort-là? Franchement, en plus, quand j'y repense, ce petit appart qu'on avait qui était vraiment miteux, minuscule, aucune lumière. En fait, c'était notre premier appart, parce qu'avant, on avait eu quelques petits apparts, du coup, quand on est parti du surf camp, qu'on partageait avec d'autres. Et là, c'était notre premier appart où on était tous les deux, en tant que mari et femme. Parce qu'ici aussi, on ne peut pas trop partager de logement si on n'est pas marié, parce que c'est interdit, la cohabitation pour les couples non mariés. T'avais peur, du coup, en les rencontrant ou... Enfin, tu les avais rencontrés avant que vous parliez de mariage ou ça s'est fait après? Alors, oui, je l'ai rencontré période de mariage, avant le mariage, parce que il a lancé ça à ses parents, donc ils ont venu pour voir c'est qui ce mec, Vérifier que tout va bien. Bah, oui. Pourquoi il est là, pourquoi il veut rester là, pourquoi. Donc voilà. Et là, et sa maman, il a compris que c'est moi. Personne nous a embêtés, mais bon, là, cet appartement, c'était notre premier appartement entre mari et femme. On avait nos premiers meubles parce que l'appartement était non meublé, donc on avait en plus, on n'avait vraiment pas de thunes à l'époque, vraiment, c'était. Donc du coup, voilà, petit à petit, on a construit notre maison. Et du coup, je me souviens d'avoir été super bien dans cet appart. Enfin, vraiment, d'avoir un peu construit notre nid et tout. Enfin, on était bien. Alors que bon, c'est vrai que c'était clairement pas ouf. Et je comprends mes parents et tout. Mon père qui avait eu cette réaction-là. Par contre, je me souviens que ma mère m'avait dit, je comprends pourquoi est-ce que tu es avec lui. Et d'ailleurs, elle m'avait même envoyé un mail au retour parce que du coup, elle avait trouvé que du coup, je m'étais un peu braquée vis-à-vis de la réaction de mon père, que j'avais trouvé ça super dur et que ça m'avait fait du mal, forcément. Elle m'avait dit, je comprends pourquoi tu es avec lui. Bon courage pour la suite. Enfin bref, qui m'avait vraiment émue et trop mignon. Fait du bien. C'était le bon moment aussi pour toi à ce moment-là. C'est clair. Puis du coup, ça me faisait plaisir qu'elle comprenne. Qu'elle voit, pourquoi j'étais avec cet homme-là et que, bref. Donc du coup, voilà. Donc on s'est mariés et puis du coup, j'ai pu pouvoir demander la résidence marocaine ici. Et toi, ta famille, comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as parlé de Pauline? Je sais pas si tu te souviens de la première rencontre. Oui, franchement, ma maman, il a complètement ouvert d'esprit. Il m'a dit, écoute, je l'ai lancé, il m'a dit, écoute, c'est toi qui vas se marier, c'est toi qui va choisir, c'est pas moi. Donc moi, je te dis, bonne continuation. Donc super soutenant, quoi. Ouais, voilà. Et en plus, j'ai mon cousin qui va se marier avec une Française. Et sa maman, elle a dit non, s'il n'est pas musulman, c'est interdit. Donc ils sont obligés. Ah ouais, donc il y a des familles quand même où c'est plus strict que d'autres, quoi. Donc ils sont obligés de séparer. Voilà. Heureusement, j'ai une belle-mère, donc
Tu te souviens de la rencontre avec Pauline? Je sais pas, vous aviez... Enfin, de la rencontre de ta famille avec Pauline? Je l'ai ramené à la maison et tout le monde est content. Donc, Ouais. franchement, Il parle français dans ta famille Non, ou... pas du tout. Donc, donc pas facile. Mon frère, ça va, il parle français. Ma sœur, vite fait. Ma belle-sœur, pas du tout. Maman, rien. Donc, c'est que mes frères qui parlent français. Donc, c'est toi qui faisais l'interprète Ouais. entre la famille. Mais franchement, je sens pas que gêné ou bien, tu vois, c'est... Accueillant. Voilà, super, donc... Naturel. Voilà, ouais. C'est marrant parce que je disais, je veux pas du tout dire ça pour impacter mes parents ou quoi, mais mes parents, ils ont eu tu sais, une petite réaction quand même un peu de oulala, où est-ce qu'elle s'en va, que j'ai pas du tout eu ici. Enfin, vraiment pas du tout, et que mon mari n'a pas du tout eu. Ouais, franchement, j'ai vraiment été accueillie, vraiment comme une des leurs, très simplement, parce que c'est un peuple qui est très simple. Alors, évidemment, il y a la différence de langue qui est un peu difficile. Donc, mon mari, ils sont 4. 4 enfants? Lui et ses frères... Ouais, 4 enfants. C'est le dernier. Donc, ses 2 frères parlent assez bien français parce qu'ils travaillent dans le tourisme, en fait. Donc, du coup, voilà. Et sa sœur, elle se débrouille un peu, mais on arrive à se débrouiller un peu. Et ma belle-sœur, du coup, la femme du coup d'un de ses frères, un peu moins. Et je pense que parce qu'elle est aussi de nature un peu plus timide, donc voilà. Mais je trouve qu'avec le temps, la gêne du fait de pas pouvoir toujours parler disparaît. Je sais pas comment te dire. Bon, moi, je deviens aussi plus à l'aise dans ma communication, mais comme je te dis, je suis pas fluente encore. Tu vois, je peux pas aborder des sujets trop profonds. De ma faute, tu vois, il faudrait que que j'essaye plus. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Vous vivez là dans un village où les traditions sont très fortes. Enfin, la culture amazigh, du coup, est très importante, c'est ça mais aussi très cosmopolite. Du coup, comment est-ce que vous vivez, du coup, je sais pas, un peu la dualité entre la modernité et la culture locale? Comment ça se vit au quotidien? Tu peux nous raconter? Franchement, ici, là, ça va parce qu'il y a des couples mixtes. C'est pas que les Amazirs, pas que les Arabes. Donc là, c'est... Franchement, je peux dire, il y a des gens dans le monde entier. Il y a des Anglais, il y a des Russes, il y a des Espagnols, des Français. Donc, franchement, il y a Donc, vous n'êtes pas du tout un cas à part? Non, pas du tout. Rien que la crèche, j'ai croisé des gens, des couples mixtes. Donc, la crèche de ma fille, franchement, il y a pas mal des gens couples mixtes. On est dans un endroit super touristique. Trop chouette. Ouais. Donc les gens sont aussi très ouverts d'esprit très cosmopolites eux-mêmes dans la culture, quoi. Dans les arrière-pays, il n'y a que des Amazirs. D'accord. Ouais. Il n'y a que des gens des Amazirs qui parlent. Et comment ça se passe, la rencontre des cultures, alors, à cet endroit-là? Franchement, les gens, ils sont super sympas, ils sont super accueillants, c'est pas... Ils n'ont pas dit que nous, des Amazirs, il faut qu'on s'éloigne d'autres gens, mais non, ils sont super friendly. Et le mariage, il s'est passé comment, du coup? Vous avez... Alors, le mariage, on s'est mariés vraiment, on a fait l'acte de mariage, mais en fait, c'était en plein Covid, donc on n'a rien fait du tout. On n'a pas fait de cérémonie. Est-ce que c'est comme en France, où genre tu peux aller à la mairie et faire ça rapidement Tu fais pas ça rapidement, parce que surtout quand tu es, évidemment, comme n'importe quel couple de 2 nationalités, c'est un peu relou, parce que tu as plein de papiers à donner. Alors, ça se fait pas, c'est pas un mariage civil ici, parce que du coup, c'est forcément un mariage religieux. Parce que du coup, l'église, c'est pas l'église pour le coup, mais en gros, la religion et l'État sont combinés ici. Ce qu'on a un peu du mal à comprendre, nous, en tant que Français, parce que du coup, l'église et l'État s'est séparés depuis bien longtemps. Mais du coup, voilà, donc c'est un mariage religieux chez un adoul, en fait, qui est un notaire religieux. Il célèbre les mariages et tout ça. D'accord. Donc, ok. Et le fait que tu sois pas religieuse pose pas de problème? Alors, il demande à ce qu'on soit quand même attaché à une religion, donc juive ou catholique, parce qu'un musulman peut se marier avec une femme d'une autre religion du livre, donc juive ou catholique chrétienne,
Ou alors, mais par contre, une femme musulmane ne peut se marier qu'avec un musulman. Donc voilà, on a fait nos papiers, quoi. On a fait notre dossier, on a été au tribunal, on a été chez la doule. Enfin bref, les différents points de trucs pour avoir notre acte de mariage. Et puis voilà. Donc après, j'ai pu demander la résidence. Bon, après, c'était le Covid, donc c'était une période qui n'était pas facile, les frontières fermées pendant longtemps. Donc ici, nous, on est vraiment dans une région où 80% des gens travaillent dans le tourisme, quoi. C'est vraiment donc du coup. Et justement, alors du coup, comment est-ce que d'un projet spontané où tu dis vas-y, on va faire de la rando, du yoga, et ça paraît être dans la ligne presque logique de votre rencontre et de ce que vous aimez, comment est-ce que vous passez à un projet de vrai business alors que c'est au moment justement où les frontières sont fermées, où il y a beaucoup moins de tourisme et l'économie en pâtit vachement. Enfin, tu vois, comment est-ce que vous gardez, je sais pas, le feu, la passion pour tout ça, malgré tout ? C'est clair. Alors, donc, on n'est pas devenu un business tout de suite dû au Covid, mais n'empêche que la flamme de vouloir lancer le truc n'a pas du tout disparu. Et c'est marrant parce que j'ai pas du tout de souvenirs comme quoi on est en train de désespérer. Alors moi, j'ai donné des cours de yoga en ligne, comme plein de gens, je pense. Enfin voilà, de plein de gens qui sont dans mon métier. Et puis voilà. Et en fait, c'est quand les frontières sont finies par s'ouvrir, mais genre, je sais pas. C'était genre en 2021. Enfin, c'était assez tard, quoi. Même après. On a ouvert le business début 2021. Notre entreprise était enregistrée au registre du commerce, en début 2021. D'accord. Et je me souviens que on a fait un séjour, fin 2021, et les frontières ont refermé après pour je sais pas un mois. Enfin un truc. Ah ouais. Ouais, c'est ça, je me souviens, parce qu'on avait des gens qui sont partis, et d'ailleurs, ils avaient eu trop chaud, parce qu'ils ont réussi à repartir, parce que, comme avant, il y avait plein de gens qui avaient trop peur de rester coincés, quoi. Ouais, d'accord. Je sais plus, il y a dû y avoir une recrudescence, un variant énième, je sais plus. D'accord. Enfin bon, bref. Ici, ils ont été super, vraiment très, 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 on va dire, ils ont essayé de protéger tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas eu tant de cas que ça. Mais bon, parfois, c'était un peu extrême, mais... Ouais, en même temps, un pays qui vit du tourisme, du coup, c'est vrai que les gens peuvent vous ramener plein de trucs d'un peu partout dans le monde, quoi. Oui, sans doute, mais du coup, c'est clair que ça fait quand même, je pense, un gros trou dans la rémunération. Bien sûr. Tout, quoi. Donc, oui, la période de Covid, franchement, on a galéré un peu, mais vite fait. Il y a des gens qui ont galéré plus que nous. On a gardé notre énergie, donc on n'a pas dit que, tiens, c'est mort, plus de tourisme. Donc, on a essayé de garder notre énergie. Et après, dès qu'ils ont rouvert les frontières, on a repoussé notre énergie et on est prêt, et puis ça marche. Donc, on n'a pas lâché l'affaire. Bon, vous l'avez compris, Pauline a donc rencontré Youssef dans la région Amazigh, qui est, mais on va me contredire dans un instant, la culture berbère locale. Sauf que berbère, en fait, ça se dit pas trop. Je laisse Pauline et Youssef vous présenter leur région ainsi que la culture dans laquelle ils vivent et dans laquelle Youssef a grandi. J'y suis jamais allée personnellement, mais honnêtement, ça fait carrément envie. Alors, chez nous, dans la vallée du Paradis, on a la rivière. Déjà, rien que le nom, ça fait rêver. Ouais. Ils étaient la vallée du Paradis, mais là, malheureusement, à cause de la sécheresse, c'est un peu sec, tu vois. Mais avant, ils étaient vraiment la vallée du Paradis parce que les gens, ils font l'agriculture, c'est vert partout, il y a tout, il y a des fruits, légumes, les gens, ils font l'escalade, tu vois, c'est incroyable, c'est vraiment la vallée du Paradis. Les gens vivent vraiment dans la nature, enfin tu veux dire au contact de la nature? Ouais, ils ont toutes les maisons, ils ont leurs ruches, leurs propres ruches, leur potager, ils font leurs légumes, tu vois, c'est incroyable. Mais là, malheureusement, il n'y a plus ça parce que ça fait presque 6 ans qu'il n'y avait pas la pluie, la vraie pluie. Donc, les gens, ça fait plus, il y a plus de la verdure, il y a plus de l'agriculture. Il y a moins en moins, c'est pas comme avant, je veux dire. Et c'est quoi, c'est le réchauffement climatique? Ouais, c'est le changement climatique. Donc, les gens, ça lui fait peur. Franchement, les habitants, il y a pas mal de gens qui sont déménagés, qui sont allés à la ville parce qu'il n'y a plus rien à faire au village. Donc, la région, là où j'ai grandi, là où j'ai né,
c'était des Amazirs, des gens qui parlent tamazirt. C'est rien à voir avec l'arabe, c'est complètement différent. Et c'est des gens qui, si tu veux, en fait, c'est des nomades. Pour moi, le berbère, c'est un peu dur de dire berbère parce que ça vient de barbare, donc c'est Amazir. Amazir, c'est-à-dire, ça veut dire homme libre. Alors en fait, donc moi, franchement, je vais vous raconter comment moi je l'ai appris en tant que Française qui est arrivée sur les lieux. Donc en fait, Amazir veut dire berbère. En fait, nous on utilise berbère, mais en fait, quand tu cherches un peu, alors je suis pas une experte sur le sujet, mais quand tu cherches un peu, berbère vient de l'étymologie barbare, et en fait c'est un mot qui est utilisé par le colonisateur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc personne l'utilise là-bas, quoi. Bah un peu, parce que du coup les gens connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens ils connaissent berbère à toutes les sauces, donc c'est beaucoup utilisé. Mais nous, tu vois, on a pris le choix d'utiliser le mot pour notre business, par exemple, d'utiliser le mot Amazir. Donc Amazir veut dire berbère et en fait désigne le peuple autochtone de toute l'Afrique du Nord, donc pas nécessairement du Maroc, parce qu'avant il n'y avait pas des frontières comme elles sont aujourd'hui, tu vois. Donc par exemple, les Kabyles sont des Amazirs, les Touaregs sont des Amazirs, tu vois, pour vous dire un peu des peuples que tout le monde connaît. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert, parce que moi je savais pas, mais que voilà, Amazir, en fait, les Amazirs, c'est le peuple autochtone. Après, du coup, le Maroc a eu énormément d'influence, donc de colonisateurs, d'envahisseurs qui sont venus, qui sont repartis, dont les envahisseurs arabes, donc qui remontent à il y a très longtemps. Du coup, l'influence arabe qui a ramené le Coran et du coup, voilà, plein d'autres choses. Voilà, fait qu'en fait, on dit que les Marocains sont des Arabes. Mais mon mari va te dire, non, je ne suis pas arabe, je suis Amazir. Après, évidemment, l'identité arabe est complètement intrinsèquement fait partie de la culture marocaine, bien sûr. Mais du coup, je comprends aussi, lui qui me dit, non, moi je suis pas arabe, je suis Amazir, ma langue maternelle c'est le tamazir, c'est la langue berbère de ma maman. Donc du coup, voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, la langue maternelle de mon mari est de presque 100% des gens du Souss ici, de la région où je suis d'Agadir. Donc c'est le tamazirt. Le tassoussit particulièrement, parce que du coup, il y a différents tamazirts. Parce que du coup, évidemment, le tamazirt, donc la langue tamazirt des Touaregs, des Kabyles, c'est pas la même qu'ici. Et que pareil aussi au Maroc, du coup, il y a les Rifins, et eux, ils parlent le tarifite. Alors, il y a des petites dissonances. Les Ayans, ils parlent le tazayan. Enfin bon, tu vois, il y a des différences, voilà. Mais ils sont tous des amazirs. Un peu comme nous, tu sais, on avait le breton, le basque, enfin, ce qui existe toujours, mais qui ont été un peu blendés par le français. Là, c'est un peu pareil. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert que, donc, du coup, sa langue maternelle, c'était pas du tout l'arabe. Souvent, les gens, ils me disent, ah, t'habites au Maroc, tu parles arabe. En fait, moi, l'arabe, j'en entends très peu. Alors, bon, maintenant, c'est un peu mélangé. Je dis salam alaikum pour dire bonjour. Je tire shukran de temps en temps. Mais sinon, la langue que j'entends le plus et que toute ma belle famille parle autour de moi, c'est le tamazir. Donc, en fait, je sais pas dire comment ça va en arabe, par exemple. Je dis la base, mais tu vois, ici, en tamazir, quand on dit comment ça va, on dit manikengit. Bon, après, c'est mélangé forcément avec un peu d'arabe, un peu de français, un peu d'espagnol, par toutes les influences qui sont venues. Et aussi, en fait, parce que du coup, c'est une langue uniquement orale. Beaucoup de gens, encore dans les villages, sont analphabètes. Donc, en fait, c'est pas du tout des langues qui s'apprennent à l'écrit. Ouais. Voilà. Donc, surtout qu'en plus, à l'école, c'est pareil. En fait, la culture amazigh a été reconnue culture officielle qu'en 2006. Avant... les Amazirs, c'était un peu les ploucs, tu vois, les gens des villages, les populations rurales. On s'en foutait un peu, c'était pas trop... D'ailleurs, mon mari, lui, tu vois, qui est né, il a 39 ans. Mais du coup, quand il a commencé l'école, donc lui, sa langue maternelle, le tamazir de sa mère, il est arrivé à l'école, on lui a appris, il fallait parler arabe, il comprenait rien, quoi. Et alors, du coup, comment est-ce que c'est devenu évident que vous vouliez raconter cette culture aux touristes ? Tout simplement parce que moi, ils sont très fiers de leur identité amazigh. Très, très fiers. Pour eux, c'est important de promouvoir les valeurs. Ils sont amazirs. Amazigh veut dire aussi la liberté, l'homme libre. Et d'ailleurs, c'est un peuple qui a donc été oppressé, opprimé par plein de trucs, mais qui est quand même resté, tu vois. Alors, je dis, on les a un peu poussés parce qu'on a considéré le temps que c'était des ploucs et tout, mais attends, le tamazir, t'es toujours parlé, c'est toujours la langue, voilà.
Ils ont toujours beaucoup... Enfin, tu vois, ils ont plein de célébrations, tu vois, qu'ils continuent à faire. Ils ont toujours leurs vêtements, leurs bijoux. Bon, tu vois de moins en moins de femmes tatouées, parce que les femmes s'ornaient de tatouages avec des symboles qui désignaient des choses en particulier. Mais bon, voilà, tu vois, c'est toujours quand même très, très présent. Et aussi, donc, du coup, j'ai découvert ça. Enfin, ça m'a fascinée. Et en fait, je reviens toujours aux langues, mais pour te dire un peu la richesse. Et du coup, je trouve que les langues, c'est une ouverture vers les autres. Apprendre des langues et tout. Donc, eux, par exemple, donc, ils connaissent tous, donc leur première langue, c'est le tamazight, comme je disais. Ils ont appris le darija à l'école. Attention, le darija, quand on dit le darija, donc l'arabe marocain, c'est pas l'arabe qui parle en Irak ou en Arabie Saoudite, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'est très différent. Ah oui, bah oui, mon mari, il comprend pas un Irakien. Je pense qu'il comprendrait pas un Irakien, un Saoudien, parce qu'en fait, c'est un mélange d'arabe classique, donc qu'on leur apprend à l'école, donc l'arabe classique du Coran. Et en fait, après, bah, du coup, c'est un dialecte de rue, donc en fait, qui a été mélangé avec du français, les influences locales, du tamazight, bien sûr, du tamazight, évidemment. Donc en fait, du coup, voilà. Alors maintenant, c'est un peu universel au pays, mais du coup, voilà, en fait, moi, ça m'a fascinée, quoi, quand j'ai compris ça. Et d'ailleurs, moi, je le dis je l'ai dit aux clients, tu vois, que vraiment, qui partent en rando avec nous, parce que les gens, ils savent pas, ils disent qu'ils parlent. D'ailleurs, ça m'a fait rire, sans me moquer des gens, parce qu'ils peuvent pas savoir. J'étais pareil, mais il y a quelques temps, il y avait une cliente qui nous a dit qu'elle avait téléchargé Duolingo pour essayer d'apprendre de l'arabe. Et du coup, trop mignon, tu vois, la fille, je comprends et tout. Mais en fait, je lui dis, mais ton Duolingo en arabe, à part Shokran et Salam Alaikum, tu vas pas apprendre grand-chose, en fait. Je pense que c'est... Ou alors, il te faut vraiment des applis en darija, ce qui existe. Voilà, bref. Tu vois, qui sont créés par des Marocains. Et alors, comment est-ce que, à part la langue, est-ce que justement vous racontez l'histoire de la culture à vos clients ? Ben, on essaye, Yus s'essaye et tout. Alors moi, attends, franchement, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et dont, du coup, j'en ai fait mon métier, d'essayer de partager. Mais en fait, j'apprends des choses tous les jours, en fait. C'est vraiment... Parce qu'en plus, c'est une culture qui est vraiment orale. Donc, du coup, en fait, je peux pas trop apprendre par les livres. Alors, maintenant, il y a des livres. D'ailleurs, il y a une créatrice qui s'appelle Tazduri Création. Elle est kabyle, je crois. Et qui fait d'ailleurs des livres. Elle essaye un peu de recenser, parce que c'est quelque chose qui la passionne aussi. Mais à part ça... c'est très difficile à trouver. Alors, je vais trouver des livres sur les symboles, des tatouages, tu vois, des tapis, des trucs comme ça, mais il y a plein de trucs que j'apprends oralement par les gens autour de moi et par mon mari, tu vois, des trucs... Ouais. Comment est-ce que tu décrirais l'évolution de votre région aussi justement au cours des dernières années ? Tu me disais qu'avant c'était un coin plus roots et maintenant c'est pas, je sais pas si c'est plus chic, mais c'est encore plus cosmopolite et c'est monté un petit peu, je sais pas si on dit en gamme. Alors moi ça fait 6 ans que je suis là, donc ça fait pas, j'ai pas non plus, alors ça fait quand même 6 ans, mais en 6 ans, alors j'ai eu plein de trucs qui a changé, mais quand je suis arrivée donc en 2019. Donc ici, on a une magnifique plage, vraiment une belle baie. Et le long de la baie, il n'y avait rien. Il y avait quelques pelleteuses qui commençaient à gratter un peu. Donc les projets étaient prévus et voilà, pour toutes faire une corniche tout le long de la plage. Et du coup, que tous des gros hôtels de gros groupes soient construits tout du long. Je sais pas, la baie, elle fait 6-7 km, tu vois, quelque chose comme ça. Donc du coup, c'était censé, vraiment tout du long. Je me souviens que quand je suis arrivée, on se rendait pas trop compte. Bon, je te dis, il y avait quelques pelleteuses qui grattaient un peu, qui ça creusait, voilà. Et en fait, tout a commencé à se construire, du coup, 2020. Alors, un peu au ralenti dû au Covid, mais quand même. Et en fait, là, maintenant, c'est... ça y est, il y a tous les hôtels qui sont sortis. Déjà depuis peut-être 2-3 ans, quoi. Alors, je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients, je pense, comme partout, dans le sens où maintenant, il y a une infrastructure qu'il n'y avait pas avant. Ça veut dire qu'il y a une vraie corniche. Maintenant, il y a des petits parcs de jeux, il y a des squares pour enfants. Avant, il n'y avait rien du tout. Donc, je veux dire, tu traversais un no man's land pour aller à la plage. Alors, avant le no man's land, mon mari me disait, avant, il y avait une belle forêt d'Arganier. La forêt d'Arganier n'existe plus trop, là. Mais bon...
En fait, je pense que les gens avaient aussi besoin d'infrastructures pour pouvoir, je sais pas, les familles. Là, je vois le parc de jeux qui a ouvert là tout récemment en plus, mais bon, la Corniche, il y a des gens qui vont se promener tout le temps. Alors parfois, ça fait vraiment des situations très étranges, dans le sens où donc tous les gros hôtels, dont un en particulier, donc a vraiment sa terrasse piscine, donc vraiment qui donne vraiment sur la Corniche où les gens, toutes les familles, tout le monde se promène. Donc le dimanche ou j'en sais rien. Et donc, t'as des hôtels où, du coup, t'as les filles en string, tu vois, enfin, t'as les filles en string, le cocktail à la main, vraiment, genre, adossé à la rambarde, où il y a, du coup, des familles de Marocains en djellaba. Alors, parfois, ça fait un choc culturel, un peu limite. Franchement, moi, ça me choque parfois, tu vois. Je me dis, mais, enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, moi, je suis pour la tolérance de tous, mais je sais pas, parfois il y a des gens, soit ils savent pas où ils atterrissent, enfin du coup, je pense que, je sais pas, ça peut heurter les sensibilités de, je sais pas, bref. Donc du coup, voilà, ça fait un peu ça, mais bon, ça fait aussi tout son charme, mais bon, parfois, parfois c'est un peu extrême. Voilà, donc du coup, ça a beaucoup changé. Après que tu me disais le tourisme et tout ça, alors oui, forcément, avant, je pense, et d'ailleurs, moi, je pense que j'ai connu au moment où il y a commencé à avoir un switch vraiment un peu dans le tourisme, dans le sens où je pense qu'avant c'était vraiment une destination. En fait, c'est une destination Tarazout qui est devenue assez populaire donc pour le surf. Au début, je pense que c'était vraiment des surfeurs des vrais de vrais passionnés, de vrais qui allaient en van avec leurs planches chercher les spots et qui du coup sont arrivés ici. Voilà, qu'on commençait un peu à parler. Donc après, c'était vraiment des gens, vraiment, comme je te disais, roots, dans le sens où c'est vraiment des vrais de vrais, voilà, qui savaient surfer, qui venaient. Et puis après, du coup, forcément, les gens ont trouvé comment faire un business autour, vraiment, ce qui paraît normal. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que, du coup, ça s'est développé. Alors moi, quand je suis venue, je trouvais que beaucoup, du coup, forcément, la majorité du tourisme, c'était vraiment du tourisme, du coup, de surfeurs donc qui savaient pas surfer, genre de gens qui voulaient apprendre à surfer parce que le surf ça fait rêver les gens, de partout, beaucoup d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, un peu partout, mais beaucoup de pays où ils ont pas la mer, tu vois, enfin genre à proximité, tu vois, et qui du coup venaient surfer ici, prendre leur semaine de surf, où ils apprenaient à surfer toute la semaine. Et là maintenant, dû aux gros hôtels et puis du coup au fait que vraiment la destination est devenue populaire. Donc en fait maintenant t'as plein de gens, t'as beaucoup de tourisme familial aussi. Du coup maintenant t'as un peu plein de types de personnes, je pense. Malheureusement, ça va changer parce que ça va plus être comme avant. Parce que s'il y a plus de tourisme, d'un côté ça va, parce que tout le monde va travailler. D'un autre côté, ça va être trop pour la planète, pour la nature. Je pense que ça va construire partout. Ici, à Tamraght, au bord de la mer, avant, je me souviens d'ici, c'était sauvage, c'était des plages sauvages, etc. Et là, aujourd'hui, il y a des gros hôtels, il y a des... Bien sûr qu'ils ont aménagé la corniche et tout, parce qu'avant, il n'y avait pas de corniche et rien. Ils ont fait des toilettes, des parcs jeux d'enfants, etc. Mais il y a des gros hôtels, tu vois, ça va changer. Mais je suis sûr que ça va aller aussi la vallée du paradis, ça va construire, ça va pas rester comme ça. Et il y a des choses qui sont mises en place justement pour protéger l'environnement local ? Oui, dans la vallée du paradis, je pense que c'est interdit de construire. D'accord. Ouais, donc tu peux faire des constructions en bois, mais pas en dur, pas en béton. En béton, ouais. Donc ça, c'est une bonne chose à faire. Puis-je vous demander maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées? Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Je te propose qu'on fasse un petit intermède fire question. Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est des questions-réponses rapides, c'est ça ? Tout à fait, voilà. On va parler de la vie au Maroc. Voilà, l'idée c'est t'y penses pas 15 ans et de découvrir de manière un peu ludique la vie au Maroc, ou en tout cas ta vie au Maroc. Quel est le plat marocain que tu ne pourrais jamais te lasser de manger ? C'est vraiment, vraiment cliché, mais je dirais le couscous.
Oh, ça fait rêver. Voilà. Le couscous, c'est le plat c'est le plat qui se mange le vendredi ici. Normalement, c'est le plat vraiment qui est partagé avec la communauté après la mosquée, après la prière du vendredi. Et vraiment, c'est toujours un plat délicieux. Donc vraiment, c'est un plat qui peut être fait avec vraiment pas grand-chose. Parce que nous, on pense toujours le couscous royal et tout. Mais ici, nous, dans notre partie du tout, ça n'existe pas. En fait, souvent, c'est du couscous de poulet. Donc voilà, c'est du poulet, des légumes, de la semoule, bien sûr. Et après, au-dessus, ils mettent une espèce de sauce avec des raisins et des oignons confits. Là, tu dois sentir trop délicieux. Ça s'appelle le tfaya. C'est délicieux, ouais. Vraiment, franchement, voilà, il y a plein de trucs délicieux, mais ça, vraiment, je pense que je pourrais pas m'en passer. C'est vraiment délicieux. Trop bon, ok. Un plat français que tu aimes vraiment? Vous avez des bonnes cuisines, donc je sais pas quel choisir. Tu peux en choisir un. Ça peut être petit déjeuner, comme dîner, comme déjeuner, comme apéro, comme ce que tu veux. J'aime bien le repas de Noël. Ah, vous mangez quoi à Noël alors? Le poulet, là, comment il s'appelle? La dinde? Ouais. D'accord. Mais il a un nom spécial, non? Le chapon? Le chapon. L'expression marocaine que tu utilises le plus? Imik. Alors, c'est du berbère, c'est du tamazir, ça veut dire petit à petit. Ok, très bien. Ouais, voilà. Alors, tu m'as dit que Pauline, elle faisait un couscous de ouf. Ouais. Est-ce qu'il y a un plat marocain que Pauline ne réussira jamais à cuisiner comme ta maman, par exemple? Ouais. J'ai un poulet au pruneau, aux amandes. On peut jamais. Ça, c'est difficile. Ouais. On peut jamais. En tout cas, ça donne faim. Un cliché sur le Maroc qui est totalement faux. Que les Marocains parlent tous français, non, pas du tout. Par contre, les Marocains sont hyper forts en langue vivante. Mais oui, parce qu'en fait, dès le départ, moi, je vois surtout dans cette région-là du Maroc, mais dès le départ, ils sont tous déjà bilingues. Parce qu'ils parlent déjà beaucoup le tamazirt, donc le berbère. Alors, ça peut être aussi le tarifite pour les gens du Rif. On en reviendra après. Et ils parlent le darija, qui est l'arabe marocain. Déjà, dès le départ, D'accord. Ils sont tous bilingues. Donc après, une troisième, quatrième langue Facile. qui vient avec le tourisme, c'est vraiment... Mais oui. Et en plus, ils apprennent tous par phonétique. Ils sont hyper forts à amalgamer et ressortir les trucs. Ils ont pas, nous les Français, en langue, on est terrible parce qu'on a toujours peur de mal dire, de mal C'est faire. vrai. Ici, tout le monde s'en fout. C'est à Et l'oreille. ça marche toujours. Trop bien. Alors l'orthographe, on s'en fout, c'est vraiment secondaire. Mais j'ai compris avec le temps pourquoi. Parce qu'en fait, ils apprennent toute leur langue, oralement. Et du coup, ils retrouvent. L'essentiel, c'est de parler, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, ils ont plusieurs alphabets aussi. Donc du coup, en fait, nous, on est hyper attachés à notre orthographe française, ce que je peux comprendre. Mais du coup, par contre, ils arrivent à parler les langues sans problème. Ils se débrouillent, quoi. Est-ce qu'il y a une habitude française que Pauline a qui te surprend, ou en tout cas qui t'a surpris beaucoup au début? Ouais, le dîner à 7h30. Tu dînais à quelle heure, toi, avant? Avant, je dînais à 10h, 10h30, ouais. Mais tu dois avoir super faim après avoir déjeuné à l'heure de midi, non? Ça te fait un super long temps, quoi, sans manger. C'est vrai. Un moment où tu t'es sentie vraiment marocaine? Oh non, alors là, je me sentirais pas. Non. Non, je me suis pas du tout sentie marocaine. En plus, tu me vois, franchement, je ressens pas du tout. Non, mais je sais pas où tu te sens très dans la culture. Maintenant, en fait, parce que ma belle famille, je suis très bien acceptée dans ma belle famille et maintenant, je trouve que je ressens que je ne sois pas une étrangère. Tu vois ce que je veux dire? Même s'ils m'ont jamais considérée comme une étrangère, mais forcément, je suis différente d'eux, j'ai pas la même culture, donc forcément, parfois, il y a toujours un peu la barrière de la langue, parce que je suis pas du tout fluente en tamazirt, du coup, mais je trouve que ça va beaucoup mieux maintenant. J'arrive à mieux me faire comprendre. Je pense qu'avoir un enfant aussi a pas mal changé quelques trucs, des trucs vis-à-vis de... voilà. Il y a un enfant qui fait un peu le pont, tu vois, entre ce que les je veux dire, cultures. entre les deux cultures. Donc voilà. Mais oui, je dirais ça. Mais je me suis pas sentie. Je me sentirais, je pense, jamais marocaine. Complètement parce que je marocaine. Ne suis pas, tu vois. Mais... Si tu devais vivre dans un autre pays que le Maroc, tu choisirais quoi? Il faut juste qu'il y avait du soleil et de la montagne. Donc, tu as quand même pas mal d'options. Ouais, oui. Parce que la première fois que je pars en France, il faisait froid, mais c'est insupportable. Ouais. T'étais déjà allé en France avant de rencontrer Pauline ou t'y allais pour la première fois avec elle? pour la première fois avec elle. D'accord, ok. Et t'en as pensé quoi justement de la France lors de ce voyage? J'ai pas vraiment pensé, mais il fait super froid. Et j'ai pas d'image avant que j'aille en France. J'ai pas d'image dans ma tête, mais... Tu t'es pas imaginé le truc pendant 15 ans, quoi. Non.
On vendait. D'accord. Et il fait si froid que ça, t'es allé en hiver? Ouais, en hiver. C'est ma première fois, c'est en hiver. Il faisait super froid. Rien d'aller chercher le pain, il faut aller le bonnet, les gants, le doudou, le machin. 5 minutes après, il faut déshabiller, c'est du travail. Ah oui, c'est du boulot. Ouais. Habiller, déshabiller, donc merci. La chose la plus surprenante que tu aies apprise sur la culture amazigh? Qu'en fait, c'était le peuple autochtone. Enfin, moi, je savais pas. Pour moi, le berbère, c'était, je sais pas, une tribu, des tapis. Franchement, je connaissais rien. Ouais, plein de clichés, quoi. Mais oui, tellement. Alors qu'en fait, je trouve ça dingue parce que le Maroc, c'est quand même pas loin de chez nous, enfin de la France. On a quand même plein de ponts avec le Maroc, bon, dû à la colonisation. Après, voilà, les biens, tu vois ce que pas toujours forcément. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est des gens qui sont en fait quand même. Je sais pas, il y a beaucoup on a beaucoup de ponts et je sais pas, d'amitié avec le Maroc, tu vois. Et en fait, on connaît rien, nous les Français, on est trop nuls. Alors que les Marocains, ils savent plein de trucs sur la culture de la France, mais nous, on connaît rien. Bah oui. Et du coup, je trouve ça fou. En fait, l'un dans l'autre, il y a pas. C'est pas réciproque. Mais tellement pas du tout. La curiosité envers les deux cultures, en fait, n'est pas du tout réciproque. Je sais pas, nous ici, les Marocains, ils savent tous qui est notre président de la République. Je sais pas, un peu, tu vois, de notre gouvernement. Je sais pas, tu vois, des trucs un peu basiques quoi. Ouais. De chez nous en France. Alors que nous, en fait, on sait pas trop, quoi. Est-ce que y a un endroit dans lequel t'aimerais amener Pauline au Maroc pour lui faire découvrir encore quelque chose, je sais pas, de surprenant, quelque chose que t'adores dans ton pays, mais que t'as pas encore eu l'occasion de lui faire découvrir? Ouais, c'est le désert. Ok, donc c'est plus au sud, c'est ça? Ouais, j'aimerais trop le ramener là-bas parce que c'est incroyable. Franchement, t'as l'impression d'être dans un endroit nulle part. Il y a que du sable, il y a que du dune. Tu vois, j'aimerais trop faire un aventure avec elle, de aller en 4x4 parce qu'on peut pas aller à pied parce que c'est loin, c'est que du sable, tu vois. Et j'aimerais trop aller faire ça avec elle. Thé à la menthe, avec ou sans sucre? Avec du sucre. Ça, c'est. Faut le boire à la marocaine. Surtout ici, nous, dans notre région, ils le boivent un peu fort. Hein. Le thé, il est bouilli, donc il est amer, donc il faut le boire avec du sucre. Ouais. Obligé, d'accord. Ouais. Est-ce que, je sais pas, tu as un conseil pour les couples mixtes, justement, qui veulent que ça marche? Est-ce que, je sais pas, il y a une sagesse, un truc que tu as appris, tu vois, au cours de ces années de relation tous les deux? Il faut être sage, il faut être... Ça veut dire quoi, être sage? Être sage, ça veut dire qu'il faut pas... Parce qu'il y a plein de couples mixtes qui se séparent. Ah ouais? Ouais. Il faut prendre soin de ton compagnon, quoi. Ouais. C'est vrai dans les couples pas mixtes, ça aussi. Parce que la culture, c'est pas la même chose. Les pensées, c'est pas les mêmes choses. Donc, il faut être sûr que qu'on est compatible. Voilà. Avant d'être ensemble, il faut être sûr que vous voulez continuer. Parce que sinon, parce que j'ai plein de copains qui sont séparés. C'est vrai. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai un copain à moi qui est en train de se séparer avec sa femme. Donc, ils ont aussi leur projet ici. C'est dur. C'est dur, ouais. Un endroit secret ou peu connu que tu adores dans ta région? Nos endroits de rando. Je vais pas... franchement, il y en a un que j'adore, c'est pour notre rando à la journée. On va chez le déjeuner, on propose chez un habitant et vraiment le lieu il est incroyable. C'est trop beau. Il met les tapis par terre sous un arganier. C'est magnifique et tu t'y sens super bien. Ta femme elle fait super bien la cuisine. Ils sont super gentils, tout est toujours apprêté. Il y a toujours des petits détails. Donc franchement c'est super quoi. Une belle expérience. Si tu devais décrire le Maroc en un mot, ce serait quoi? C'est dur, hein. Ouverture, diversité culturelle, je sais pas, j'en ai plein, mais vraiment ça quoi. En fait, la multiculturalité du fait que déjà, en fait, du coup, il y a le peuple autochtone et après, du coup, il y a les influences qui sont venues de différentes colonisations. Alors bon, il y a du bien et du mal, bien sûr, mais du coup, je veux dire, il y a une richesse culturelle et une richesse tournée vers l'extérieur qui est incroyable ici. Ça, et en plus, dans ma région, du coup, encore plus avec, du coup, forcément, le tourisme aussi. Mais ouais, franchement, les gens, ils sont hyper ouverts d'esprit ici, hyper tolérants par rapport à nous, Français. Et pour terminer, une tradition... C'est quoi ta tradition marocaine préférée? J'aime bien la période du Ramadan. Là, on y rentre. C'est maintenant, là, ouais. Je trouve que c'est
Ouais, là, ça va commencer samedi, normalement. On attend toujours le dernier moment, parce que c'est en fonction de la lune, il faut que ce soit parfaitement la nouvelle lune qui commence. D'accord. J'aime bien cette période. C'est une période de ralentissement, un peu de repli sur soi. Alors parfois c'est un peu dur. Moi je jeûne pas. Enfin j'ai jeûné déjà, ça m'est arrivé de le faire 2 années de suite. Puis après je suis tombée enceinte, j'ai allaité. Enfin bon bref. Puis enfin voilà, c'est mes choix qui me sont propres. Mais donc du coup parfois c'est un peu dur parce que du coup vivre avec, voilà, il y a vraiment le repli sur soi, que la journée, même entre mari et femme, il y a pas trop d'interaction. Voilà, il n'y a pas trop de On se recentre vraiment sur soi, quoi. Ouais, c'est vraiment une période un peu de ralentissement. Alors, t'es content quand ça se termine, j'avoue, que voilà, il y a un peu une bouffée d'air qui dit « Ah, ça y est !» Mais en fait, ça fait vachement de bien. Et en fait, je trouve ça cool parce que ça force tout le monde à un peu ralentir. Toutes les administrations, tout est en fait organisé pour du coup finir plus tôt, pour que les gens puissent rentrer chez eux, préparer leur rupture de jeûne, le ftour. Donc, du coup, c'est vachement... Enfin, du coup, tout est organisé pour ça. C'est marrant parce que du coup, on a eu plusieurs fois des clients marocains et marocaines habitant en France, expatriés en France ou ailleurs, d'ailleurs en Belgique, et qui disaient que en fait, ce qui était dur, c'est de jeûner dans un pays où rien n'est organisé. Adapté. Pour en fait, voilà. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, je crois, qui rentrent une partie du Ramadan, qui essayent d'avoir des congés ou des vacances pour pouvoir rentrer faire le Ramadan dans leur pays. Enfin voilà. Ou d'origine, ou alors peut-être dans un pays musulman où du coup c'est plus facile. Voilà. Ouais, non, j'aime bien. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Du coup, tous les deux, vous formez un couple mixte, et pas que un couple, du coup. Enfin, vous êtes une famille aussi, vous êtes mariés, vous avez une petite fille. Est-ce que tu peux me parler justement de ces deux cultures à la maison? Comment est-ce que vous les faites cohabiter? Comment je parle à ma fille, par exemple, ou... Ouais, tout ce que tu veux. En fait, comment est-ce qu'on ressent finalement ces deux cultures chez vous? Bon, franchement, ça va. J'ai essayé de lui parler en tamazight, mais c'est un peu dur parce qu'avec Pauline, on parle que français. Donc, la plupart du temps, j'ai envie de parler à ma fille en tamazight, mais c'est un peu dur, tu vois. C'est un peu dur parce que il faut que je parle en français à Pauline, à tamazight à Jasmine. Mais c'est une gymnastique mentale, voilà, c'est fatigant. Hein. C'est fatigant, c'est fatigant. Après, je pense que s'il comprend super bien Tamazight, ma petite fille, elle comprend, mais elle répond en français. Mais ça va venir, je pense. Tu vois, même, Youssef, il parle très bien le français, parce que du coup, je pense que, enfin, il l'a appris avec le tourisme beaucoup, parce qu'il n'a pas été forcément longtemps à l'école. Mais puis il l'a appris, je pense que je lui ai appris, en fait, parce qu'on est ensemble, et que c'est la langue qu'on parle tous les deux. Par contre, tu vois, il m'envoie toujours des textos que je dois déchiffrer. Et je me souviens qu'au début, c'était un peu genre limite red flag. Et en fait, non mais tu sais, parfois, on est vraiment... Ouais, on juge en fait. Je m'en fous con, mais tellement... Et en fait, je veux dire, c'est pas sa langue maternelle. Déjà, il se débrouille super bien. Enfin, tu vois, c'est bon. Et maintenant, je m'en fous complètement. Je déchiffre et je me pose pas de questions. Ouais. Vraiment. Et à part la langue, c'est quoi du coup? Je sais pas. J'ai jamais vécu au Maroc, donc peut-être que mes questions sont bêtes. Mais tu vois, je sais pas. Dans la culture française, par exemple, il y a une grande importance au repas tous ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la culture amazigh ou marocaine d'ailleurs? Ou enfin, tu vois, c'est quoi le mélange en fait peut-être des traditions au quotidien entre vos deux cultures? Alors, moi, je pense que j'ai l'impression que on est toujours au système français, hein. C'est vrai? Ouais, parce qu'on mange à 6h, 6h30 des soirs. Ah, bah c'est presque américain, ça. 7h, 6h, 7h, donc voilà. D'accord, c'est tôt. Et, ouais, et là, la fille, elle est déjà... Jasmine, elle est déjà partie au dodo, donc le matin tôt, bon, franchement, j'ai l'impression d'être en France. Parce que ici, c'est vrai. Ouais, parce que ici, les gens, ils dorment pas... les enfants, ils dorment pas à 11h du soir. Ah ouais, ils se couchent très tard, les enfants? Ils se couchent très tard et voilà, ils sont en train de jouer dehors. Et c'est pas, tu vois, les gens, ils ont l'habitude de dormir, de coucher tard et de se lever tôt. Et de manger tard aussi, un peu comme en Espagne. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, rien que les enfants de mon frère, ils dorment quoi à 11h30 du soir.
Et c'est dur, mais bon, ils ont l'habitude, quoi. Et du coup, ça doit pas être facile pour sociabiliser si vous êtes tous sur des rythmes différents, tu vois, avec les amis, les Bon, familles. une fois par semaine, ça va. Ouais. Ouais, parce qu'il a Jasmine besoin. va au lit plus tard. Ouais. Ouais, si on est si on est invité chez quelqu'un, donc ça peut nous arriver, mais pas toutes les soirées, donc ça va. Est-ce que, avec le temps, tu as remarqué que Pauline, elle a adopté, je sais pas, certaines habitudes locales? Ouais. Bah, elle peut même faire ses courses en Tamazirt. Sérieux? Ouais. Génial. D'accord. Ouais. Elle apprend pas mal de choses, franchement, ouais. C'est toi qui lui apprends ou elle prend des cours? Bon, oui, moi, un peu chez maman, parce que des fois, j'ai laissé maman exprès de parler à Pauline. Comme ça, elle comprend, comme ça, elle peut contacter tous les deux, parce que je traduire à chaque fois, ça va besoin d'un traducteur tout le temps. Donc, je leur laissais se démerder. Tu les laisses se débrouiller. Ouais. Et elle a pris quoi d'autre comme habitude marocaine ou locale? Alors, elle fait le couscous, non, Elle le fait bien? Non, elle le fait super bien. Comme une locale? Ouais. Non, mais oui. Elle est, ouais. Trop cool. Mon mari, je trouve, pourrait lui parler beaucoup plus en tamazirt qu'en français. Petit message subliminal. Je lui ai dit. Parce que, en fait, le français est notre langue commune. Et du coup, Du coup, elle n'a pas l'utilité de parler autre chose encore. Alors elle l'entend quand même par ma belle famille autour. Et puis à l'école aussi. Elle est dans une école qui est plurilingue. Et du coup, elle l'entend aussi. Donc elle le comprend, hein, mais elle dit un peu parfois non papa. Alors je pense que elle est à un âge où du coup, vu que la langue est plutôt bien développée en français, il y a une richesse pour elle parce que ça y est, elle peut se faire comprendre bien à son âge. Tu vois que du coup, je pense qu'elle reste aussi dans sa zone de confort. Oui, ce qui marche bien pour elle, quoi. Ben voilà, et puis je pense que ça viendra peut-être après. Il faut peut-être aussi que je m'enlève un peu la pression, mais. Et est-ce que on parle, tu vois, un sujet qui revient souvent chez les Français, que ce soit des couples mixtes ou non d'ailleurs, qui élèvent leurs enfants à l'étranger, c'est oh là là, quand on revient en France, on a l'impression que c'est pas le pays le plus kid-friendly. C'est comment le Maroc, du coup, en comparaison? Mais ici, c'est le pays des enfants. Les gens sont trop sympas. Les enfants font partie en fait de l'espace public. Vraiment. Alors que chez nous, en France, pas du tout. Je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais en tout cas. Je dis France, souvent ça aussi, que c'est le pays des enfants aux États-Unis. Ah là là, mais ici, les gens sont tout est trop fait sympas. Pour eux. T'as un enfant. Bah oui, puis c'est pas que tout est fait pour eux, parce que du coup, nous, on n'a pas autant d'infrastructures, de richesse d'infrastructures qu'il pourrait y avoir dans des pays plus développés, entre guillemets. Mais par contre, les gens sont hyper compréhensifs. Il y a un enfant qui pleure, tout le monde lui dit oh, bah alors ma chérie, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, on va pas, alors qu'en France, c'est fait le taire. Alors que on a eu en plus cette expérience-là il y a pas si longtemps avec mon mari ici d'ailleurs, où on était à la terrasse d'un café et il y avait des touristes français à côté de nous et notre fille s'est mise à pleurer pour je ne sais quelle raison, elle était tombée, je sais plus. Et du coup les gens étaient là, nous regardaient vraiment du coin de l'œil, mais saoulés, mais laisse tomber. Et mon mari, ça l'a trop choqué et ça l'a trop saoulé. Il m'a dit mais c'est pas possible. Enfin je veux dire c'est une enfant quoi. Et alors que les serveurs étaient là. Viens ma chérie, je vais te montrer le perroquet qu'il y a dans le café, là-bas, il y a une cage avec un perroquet, je vais te changer les idées, enfin tu vois, tout... Ouais, super sympa quoi. Non, ah ben oui, c'est clair, non, franchement, ici, hyper respectueux tu vois, des mères avec des bébés, toujours aux petits soins, enfin vraiment très, très... Ouais, rien à voir avec la France. Est-ce qu'il y a des moments où toi, tu as eu, ou tu en as encore, j'ai l'impression que tu es tombée amoureuse de la culture locale. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu du mal à comprendre, justement, je sais pas, certaines peut-être attentes ou pratiques ou traditions Oui, je pense qu'il y a des trucs qui sont... En fait, je pense qu'il y a des croyances un peu culturelles ou des façons auxquelles tu as été élevé dans ton pays qui, du coup, forcément, parfois dissonnent un peu avec ton pays d'expatriation. Et nous, c'est beaucoup le fait que parfois, on fait rien. Il y a des trucs qui pourraient être changés, mais on fait pas grand-chose pour, parce que soit on a peur du qu'en dira-t-on, soit, il y a un peu le truc, Dieu l'a décidé comme ça, tu vois.
Et du coup, parfois, qui peut être un peu frustrant. T'as des exemples Je sais pas, non, j'ai pas vraiment d'exemple, mais il y a des trucs qui pourraient être, de ma part, tu vois, éviter. Et je sais pas, j'ai pas trop d'exemples particuliers, mais du coup, parfois, je trouve qu'on dit un peu. Mais c'est vraiment tu vois ce que je veux dire, je veux heurter personne quand je dis ça, c'est bien vraiment sûr. moi. C'est ton ressenti. Et en plus, je me remets en question en pensant ça, parce que je pense que c'est vraiment une croyance culturelle. Mais je trouve parfois, quand on me dit parfois un peu Inch'Allah, tu vois, c'est un peu la porte de sortie, tu vois, c'est un peu facile. Mais si ça se trouve, c'est uniquement moi, dû à mon, tu vois, dû à ton mon parcours éducation personnel, et tout ça, qui fait que, tu vois. Bon, maintenant, j'ai un peu plus de nuances avec ça. Et il y a aussi tout ce qui est administratif. Bon, après, l'administratif, c'est relou partout, je pense, mais mais oui, l'administratif ici, c'est il n'y a pas de rendez-vous, tu attends pendant 1000 ans. Enfin, vraiment, quand tu dois faire des papiers. Ah ouais. C'est pas facile. Et puis ici, tu dois tout faire légaliser. Donc, ils adorent les 15 000 tampons et faut que tu fasses la queue pour faire tous tes 15 000 tampons. Enfin, bon, bref, c'est des trucs. La création de l'entreprise, ça n'a pas dû être facile, du coup. Je trouve que ça a été parce qu'on avait un bon comptable. C'est plus pour les papiers, je trouve, du quotidien. Enfin, genre, toi, là, je dois refaire ma carte de séjour. Ça m'a pris 1 semaine à collecter les papiers, à prendre les rendez-vous, parce que ça prend vachement de temps, tu vois, alors que mon rendez-vous de passeport la même semaine au consulat, ça m'a pris 1 heure. Oui, parce que du coup, sur le site du consulat, ils disent les pièces à emmener, t'as ton rendez-vous à telle heure, tu donnes tout et c'est bon, tu vois ce que je veux dire, tu payes et puis voilà. Là, par contre, ma carte de séjour, 1 semaine, parce que du coup, il faut que j'aille là-bas, qu'ils me donnent la liste des pièces. Genre, je peux pas la trouver ailleurs, tu vois. Ils me donnent la liste des pièces. Après, je vais collecter mes pièces à droite à gauche. Mais en fait, du coup, vu que je peux pas, tu vois, le certificat médical, je peux pas prendre rendez-vous chez le médecin. Alors, c'est peut-être particulier à ma région, attention, hein. Moi, je connais que cette région-là. Mais je peux pas prendre rendez-vous chez le médecin. Donc, je me pointe là-bas. Bon, j'attends un peu, il y a du monde. Tu vois, ça se trouve, je vais attendre 1 heure, 2 heures, je sais pas. Bon, au final, ça a été relativement assez vite. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, parfois, c'est un peu, voilà. Mais bon, encore une fois, tu vois ce que je veux dire, je suis une étrangère dans un autre pays dans lequel j'ai décidé d'habiter, donc je peux pas. C'est juste. Ah, mais bien sûr, on ne juge pas si on explique nos ressentis et oui, forcément. C'est ça. Non, mais enfin, tu vois, je veux pas. Je comprends. T'inquiète pas. Ouais. Du coup, donc l'entreprise, elle est créée officiellement début 2021. Tu me disais que vous avez fait vos 2 best années en 2022-2023, c'est ça ? Non, 2023-2024. Okay. 2024, là, c'était notre meilleure année. Vraiment super, parce que je pense que... donc déjà, tu vois, on a bien diversifié. Avant, on n'offrait qu'1 rando d'un jour. Maintenant, on fait sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à la semaine. Donc des treks, des semaines, des séjours. Voilà, c'est ça. On fait jusqu'à 4 jours de rando et après, sur la semaine, après, il y a 2 jours où ils reviennent au bord de la mer. Tu vois, ça fait un peu un mix montagne-mer. Et puis, du coup, ça s'est vachement bien développé. On est content parce que, du coup, surtout, les randonnées sur plusieurs jours ont bien marché. Donc, tu proposes tes cours de yoga en parallèle ? Ouais. Alors, je donne des cours de yoga dans un studio ici local, 2 fois par semaine, c'est tout. Et après, je donne des cours à mes clients sur des séjours. Uniquement, ouais, que sur les séjours, tu vois. Okay. Ouais, en format retraite un peu. Et vous vous adressez surtout à un public, une clientèle francophone ou pas particulièrement ? Alors, on a pas mal de Français, mais pas que. Franchement, on a des gens de partout. Voilà, je pense que du coup, ça s'est bien développé. Le bouche à oreille s'est bien développé. Les réseaux un peu plus. Voilà, ça y est, ça a commencé à... Donc, c'est cool. Et puis, en fait, surtout, on est très peu dans la région à faire ça. Oui, parce que c'est une région du surf, quoi. C'est la région du surf. Et en plus, même s'il y a les montagnes... c'est pas du tout développé. Et si d'ailleurs, souvent les gens ils disent « Ah, il y a les montagnes, je vais pouvoir faire de la randonnée » mais tu peux pas partir en randonnée comme ça. Aucun chemin sont balisés, c'est pas un parc national, tu vois. Enfin, il y a t'as besoin de guide, balise. T'es obligé d'avoir un guide, ça c'est clair. Et puis nous, attends, nos circuits, les circuits, c'est majoritairement, c'est mon mari qui va sur le terrain et qui va trouver les chemins, quoi. Et puis du coup, qui connaît des gens aussi dans les villages, qui lui montrent des chemins, tu vois, chez qui on va manger chez l'habitant, c'est que des gens qu'il connaît parce qu'il y est allé ou parce que du coup, c'est des gens aussi, c'est forcément que des villages autour du sien où il est originaire. Donc forcément, du coup, c'est des gens qu'il connaît plus ou moins par intermédiaire ou directement. Il a confiance, ouais. Il a confiance. Trop bien. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on essaye, nous, vraiment de travailler, de faire travailler un peu, de créer un écosystème...
autour de ça, pareil, tu vois, on a décidé pour les nuitées de travailler qu'uniquement avec des hôteliers, enfin que des gîtes ruraux. Parce que du coup, on veut pas faire du bivouac parce que logistiquement, c'est quand même faut porter et tout. Et puis, et on veut pas aller chez l'habitant parce qu'ici, ça se fait pas trop. Je sais que plus dans la région de Marrakech, autour du Toubkal, ça se fait assez bien. Toubkal, c'est le plus haut sommet du Maroc. Où la randonnée, du coup, c'est une région où la randonnée est très très développée au Maroc, mais uniquement là-bas, beaucoup. Et du coup, nous, on a décidé de pas faire chez l'habitant parce que du coup, les gens ici sont assez pudiques. Enfin voilà, du coup, nous, on préfère en plus du coup faire travailler des business locaux, quoi. Ouais. Enfin, Du coup, vous partez pas dans les chaînes non plus ou les grands hôtels américains et les trucs comme ça, quoi. de toute façon, la montagne, il n'y en a pas. Ouais, Donc, comme ça, c'est réglé. ça, c'est sûr, réglé. Ouais, ça, c'est clair. Voilà. Il n'y a que les petits gîtes ruraux du coin et c'est très bien. C'est que des gens qui ont des business qui sont du village. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, vous vous adressez surtout, je sais pas, à des gens qui sont très sportifs ou aussi à des familles, tous les niveaux ? Ouais, franchement, alors ici c'est le petit Atlas, donc c'est pas des ascensions hyper hautes, tu vois. Mais on a quand même, tu vois, on a quand même une rando qui va jusqu'à 900 000 mètres, tu vois, donc ça grimpe un peu. Voilà, et sinon, donc en fait sur les randos, une journée ou 2 jours, on peut offrir un peu tous les niveaux, donc niveau facile, niveau moyen, niveau intermédiaire. Et par contre après sur 3-4 jours, c'est forcément du niveau intermédiaire parce que les circuits sont forcément un peu plus... D'accord, un peu plus costaud. Voilà, mais on a de plus en plus de familles sur 2 jours par exemple, et je trouve Génial. ça trop cool. D'accord, ok. C'est cool avec des enfants, ouais, non, c'est cool ça, ouais. Et sinon, on a des gens de tous les âges, hein, jusqu'à 70 ans. Trop bien. Ouais, félicitations. Franchement, je dois aussi appuyer que quand même les femmes solo sont vraiment beaucoup plus nombreuses que les hommes solos, enfin voyageurs. Ah ouais, Voilà. c'est génial ça. Bah oui. Parce qu'on dit, c'est dur de voyager en tant que femme solo, mais c'est génial du coup, si tu arrives à inverser la franchement, tendance. je trouve qu'on a beaucoup de femmes solo ou de copines ensemble, beaucoup plus que des mecs. Votre business par rapport à votre vie perso, vous arrivez parce que je veux dire, bosser ensemble en tant que couple, est-ce que ça permet aussi peut-être, je sais pas, cette ouverture sur le monde pour votre fille aussi, qui rencontre des gens qui viennent un peu de partout dans le monde, ou est-ce que c'est vraiment très strictement séparé, on ramène pas le boulot à la maison ? Oh non, le boulot, il vient forcément à la maison, forcément. Mais pas du tout dans le mauvais sens, pour le moment, je trouve qu'on n'y voit pas d'inconvénient. Oui, puis ça arrive très souvent que Jasmine rencontre des clients. Très, très, très... régulièrement, ouais. Oui, parce que souvent, ils viennent... souvent, ça arrive que, tu vois, il y a des repas ou que... Voilà, donc elle rencontre très souvent des gens. D'ailleurs, elle n'est pas du tout timide, elle est plutôt ouverte. C'est bien. Voilà, je pense qu'elle est habituée à voir du monde, en fait. Donc, voilà. Et elle va dans l'école locale, du coup ? Comment ça se passe ? Non, elle va dans une école privée à Agadir, trilingue. Parce qu'en fait, l'école locale, ici, c'est à partir de 4 ans. Ça commence assez tard. En fait, c'est une école crèche, parce qu'elle a que 2 ans et demi, hein, mais c'est une crèche maternelle, en fait. Donc, ça va jusqu'à 6 ans, quoi, un truc comme ça. 5-6 ans. Donc ouais, mais du coup elle est avec plein d'autres enfants, des Marocains, d'autres enfants issus de couples mixtes comme nous, d'autres nationalités, Marocains mais d'autres nationalités, tu vois, Australiens, d'autres Français, enfin voilà, et d'autres couples. Donc une super mixtes, ouverture sur le monde aussi. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Trop bien. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite ? Que les gens viennent randonner avec nous. Ouais. C'est ça le principal, franchement. Alors, mon rêve, c'est de refaire des vélos, pourquoi pas des mules, pourquoi pas de grandir mon rêve. J'essaie vraiment de créer des produits qu'ils n'ont pas, parce que qu'il n'y a pas la même. Parce que des gens ici, je vois que la plupart des gens, ils font copier-coller. Ah ouais. C'est-à-dire, tu fais... toi, tu as créé une boîte, je sais pas, une école de surf. Moi, je veux faire la même chose aussi. Ah, ils font exactement la même chose sans se différencier. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de créer un nouveau produit qui... voilà. Quelque chose de vraiment différent. Jusque-là, on est les premiers à organiser des séjours rando-yoga. Donc, tant mieux pour nous. C'est bien. Après, je suis sûr que ça va venir. Il va y avoir des gens Écoute, tu sais comment on dit, copier et jamais égaler.
Oui, mais c'est fatigant parce que si tu travailles, tu crées un produit, il y a quelqu'un qui vient le lendemain, il a copié ton truc et c'est un peu fatigant. Ouais. Mais bon. En fait, nous, ce qu'on essaye de vraiment, enfin, je dis pas ça pour faire de la pub, enfin voilà, gratuite comme ça, mais nous, ce qu'on essaye de transmettre, c'est du voyage authentique, ça c'est sûr. Enfin, nous, on veut vraiment faire découvrir l'authenticité du Maroc. Aussi, ce que tu disais, là, tu disais les clichés faux, mais moi, je vais te dire un cliché vrai. Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu qu'il y a l'hospitalité marocaine, mais c'est tellement vrai. Ça, c'est vraiment vrai. La chaleur des gens ici, quoi. Enfin, les gens sont trop sympas. C'est hyper facile, ils sont super ouverts et ils sont super sympas. Franchement, dans la majeure partie, bienveillants et tout. Donc, et content que les gens viennent découvrir chez eux leur culture et tout. Donc voilà, du voyage authentique, la découverte de la culture amazigh, parce que moi je trouve que c'est hyper important quand on vient pour ici comprendre le pays, le coin. Connaître et mais bien sûr. Et en fait, trop peu de gens le connaissent, ne savent pas. Ou alors ils disent j'ai rencontré une famille berbère, mais en fait ils savent pas ce que ça veut dire, ils savent pas ce que c'est. Enfin voilà, du coup je trouve que c'est important. Si tu pouvais revenir en arrière, ça veut pas dire que tu changerais quelque chose, mais si tu pouvais revenir en arrière et chuchoter, je sais pas, un petit conseil ou un petit encouragement au creux de l'oreille, à quel moment est-ce que tu reviendrais et qu'est-ce que tu te susurrerais ? Je trouve que le process a été... Enfin, en fait, je trouve qu'on s'est fait confiance dès le début. Vraiment, je veux pas dire que ça a été facile tout du long, parce que franchement, être créateur d'un business, c'est aussi beaucoup de stress aussi. Surtout en plus maintenant qu'on a un enfant, qu'on a une famille et tout. Mais je trouve qu'on s'est vraiment fait confiance au début. Tu veux dire mutuellement ? Ou vous avez eu confiance en vous ? Bah oui. Ouais. On a eu confiance en nous et en notre projet, en fait. Enfin, vraiment, on s'est pas... On a vraiment cru et en fait... Donc en fait, si je reviendrais en arrière, ce serait peut-être au début où je me dirais... Et encore, enfin... Ouais, c'est... Enfin... Je sais pas, j'ai peut-être eu une appréhension quand on s'est mariés, légèrement, en me disant, bon, bah là, ça devient vraiment officiel ou... Ça va vite. Ouais, ça va vite, mais oui, c'est vrai, mais en fait, je veux pas du tout dire ça pour dire que c'est le conte de fées et tout, pas du tout. C'est que je pense que vraiment on s'est fait confiance et que je pense qu'on est vraiment assez alignés sur nos valeurs, mine de rien, alors qu'en fait on a vraiment pas du tout grandi dans le même contexte. Vraiment loin, tu vois, mais en fait je pense qu'on vient de familles qui ont au final à peu près les mêmes valeurs et puis nos valeurs propres en fait se réunissent. Et d'ailleurs, tu vois, maintenant je vois dans la parentalité qui est quand même un gros cap dans un couple et créer une famille. Bon, évidemment, on n'est pas du tout un couple parfait. Et il y a forcément des moments de désaccord et des moments où aussi on se retrouve un peu démunis vers la réaction de notre enfant. Voilà. Mais je trouve qu'on garde relativement le cap et qu'on est quand même d'accord sur pas mal de trucs. Donc, qu'est-ce que je me dirais ? De continuer à avoir confiance. Voilà, après, je sais pas où est-ce que ça va nous mener. La région est en plein changement. J'espère que le tourisme de nature et éthique va venir dans ce sens-là. Parce que qui dit développement d'une région dit aussi mettre plein de sous en route et du coup construire des gros trucs et bétonner. Mais je pense qu'il faut continuer à se faire confiance et je pense que en fait notre tourisme aussi, ce tourisme-là de randonnée, nature, on propose aussi des cours de cuisine, du tagine. Ah cool. On n'est pas les seuls à le faire, mais du coup ça fait partie aussi de nous du développement aussi de partager la culture. Et du coup je trouve qu'il y a de plus en plus d'attrait envers ça, donc tant mieux. Voilà. Eh ben génial. Et pour terminer, puisque je vais aussi tendre mon micro à Youssef, est-ce qu'il y a un petit mot que tu veux lui dire ? Qu'il faut qu'il parle avec son cœur, qu'il dise ce qu'il a envie et que j'espère qu'on se retrouvera dans nos réponses, mais que au final c'est pas très important et que qu'il parle avec son cœur. Voilà. Ouais, moi je voulais dire que je t'aime trop fort et je suis content d'être avec toi et j'adore ma famille. Oh, c'est trop mignon. Franchement, ouais. Eh ben, c'est trop chouette. En tout cas, ça donne envie de vous connaître et de venir vous voir faire de la rando et du yoga. Avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus.
Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'était super chouette d'échanger avec toi. Ça donne envie de venir vous rendre visite. Avec plaisir, merci à toi. Et je vous souhaite une super bonne continuation. Bah oui, merci. Eh bien, merci. Ok. Hein. Merci de... Mais avec plaisir. Et alors, attends, avant de te laisser, Ouais. là, on les entend plus. Mais c'était quoi, là, tout ce bruit qu'on entendait dehors? C'est du chien. Ok. Mais les chiens, ils vivent dehors ou... Ouais, alors les chiens ici, ils vivent dehors, c'est des chiens de la rue. Et ils sont vaccinés et tout, hein. Parce qu'il y a des associations qui stérilisent, qui vaccinent les chiens, donc... et ils sont pas méchants, mais ils sont insupportables. Voilà. Parce qu'ils font du bruit. Ouais. On s'habitue à tout, j'imagine. Ouais, on s'habitue à tout, mais bon, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Youssef et Pauline pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble. Et puis je vous remercie vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, autour de la machine à café ou dans votre groupe WhatsApp d'amis voyageurs. Chacun de vos partages compte énormément, alors merci d'avance. La semaine prochaine, je vous propose un épisode un peu particulier qui se passe en Bretagne. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Et donc je pars, je prends la route et une demi-heure après, j'ai la police qui m'appelle, comme si c'était un signe du destin qui voulait pas que je le retrouve. Je sais pas comment expliquer, vraiment je l'ai vu comme ça, qu'il voulait pas que ce soit moi qui tombe sur lui dans l'eau. Et puis la police m'appelle à une demi-heure que je venais de partir en me disant mais écoutez, un passant vient de retrouver votre mari dans l'eau. J'ai dit c'est incroyable. Donc je fais demi-tour, hein, évidemment. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour découvrir ensemble une nouvelle histoire. À très vite.